Alors, très rapidement, un petit point sur l'histoire de la vie sur Terre, maintenant. Ce qu'il faut bien voir, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la vie est extrêmement précoce, est apparue de façon extrêmement précoce. On a découvert des vestiges de vie datant de 3,5 milliards d'années avant notre ère, sachant que la Terre a 4,6 milliards d'années. Donc la vie est née vraiment dans les débuts de l'histoire de la Terre. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'au début de son histoire, la Terre c'était un environnement très chaotique. Il y avait de nombreux bombardements météoritiques, un volcanisme débridé, une activité solaire chaotique, et malgré ça, la vie a réussi à apparaître. Ou du moins, elle a réussi à apparaître au moins au moment où ça commençait à se stabiliser. Et encore plus intéressant, c'est que les roches les plus anciennes aujourd'hui sur Terre datent de 3,8 milliards d'années. Autrement dit, il est impossible de détecter de la vie plus ancienne. Donc peut-être qu'après tout, la vie est née même avant ça, mais on n'a aucun moyen de le savoir vu qu'il n'y a plus de roches aujourd'hui qui datent de cette époque. Donc ça, c'est extrêmement positif dans la perspective de trouver de la vie sur d'autres planètes parce qu'elle semble être apparue de façon très facile sur Terre, en tout cas très précoce, dans un environnement assez instable. Alors ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, au début de l'histoire de la Terre, il n'y avait pas d'oxygène dans l'atmosphère. Il se trouve que c'est la vie qui l'a créé, cet oxygène, dès le début, grâce à la photosynthèse. Alors, pendant assez longtemps, l'oxygène n'a pas pu s'accumuler dans l'atmosphère. Et ça, c'est important, je vais y revenir dans la suite. Pourquoi il n'a pas pu s'accumuler? À cause du volcanisme. Le volcanisme, il crache des matériaux qui ont réagi avec l'oxygène et qui l'ont empêché de s'accumuler. Seulement, le volcanisme, il est dû à un noyau liquide, et ce noyau est liquide grâce à la radioactivité. Il se trouve que la radioactivité diminue peu à peu au fur et à mesure que l'âge de la Terre augmente. Et donc le volcanisme a diminué peu à peu. Et il s'est trouvé à partir d'un certain moment, il y a 2,2 milliards d'années à peu près, que le volcanisme est devenu suffisamment faible pour que l'oxygène puisse commencer à s'accumuler dans l'atmosphère. Et cette accumulation-là qui a eu lieu à cette époque, elle est fondamentale. Elle a été fondamentale dans le développement de la vie. Parce que c'est là qu'il y a eu deux transformations majeures à l'intérieur des cellules. Jusqu'à présent, c'était des simples cellules sans noyau. À partir du moment où l'oxygène a commencé à s'accumuler, ce qu'il faut savoir, c'est que l'oxygène, c'est une molécule très réactive chimiquement. Donc l'oxygène a eu tendance à réagir avec les cellules pour les détruire. Donc les cellules ont cherché à se protéger par rapport à ce poison. Et première protection, l'apparition du noyau. C'est-à-dire que la molécule d'ADN, la complexe, elle s'est réfugiée à l'intérieur du noyau, au cœur de la cellule. Première évolution. Et deuxième évolution plus intéressante, l'oxygène il est très réactif, ça veut dire que c'est une source d'énergie chimique très intense. Autant l'utiliser. La vie s'est adaptée à créer la mitochondrie, qui est le poumon de la cellule, qui a pu utiliser cette énergie de l'oxygène. Et cette énergie a pu être ensuite exploitée pour créer bien d'autres structures à l'intérieur de la cellule, et c'est ce qui est à l'origine de la complexité des cellules actuelles, qui sont notamment dans le corps humain. Donc, une révolution, l'accumulation de l'oxygène dans l'atmosphère. Dernière révolution dans l'histoire de la vie, l'oxygène a commencé donc à s'accumuler dans l'atmosphère, et il se trouve qu'à partir d'un certain moment, l'oxygène a une concentration suffisante pour que l'ozone apparaisse dans la haute atmosphère. Il faut savoir que l'ozone, c'est constitué de 3 atomes d'oxygène, et donc il apparaît dès que la concentration en oxygène devient suffisamment importante. Alors ça a été essentiel, on le sait aujourd'hui, la couche d'ozone, c'est elle qui arrête les ultraviolets. Et les ultraviolets sont très nocifs pour la vie parce qu'ils tentent à détruire les molécules. Donc à partir il y a 550 millions d'années à peu près, eh bien l'ozone a commencé à s'accumuler, ce qui veut dire que la vie, jusqu'à présent, elle était vraiment confinée à l'intérieur des océans, sous l'eau, pour se protéger des ultraviolets. À cette époque, elle a pu s'approcher de la surface, bénéficier de toute l'énergie solaire, et elle a pu même gagner les continents, sous forme de la flore et de la faune actuelle. Donc voilà pour cette dernière révolution, grâce à l'accumulation d'ozone. À partir de cette époque, c'est l'époque de l'évolution de la flore et de la faune, jusqu'à l'apparition tardive, très tardive, de l'être humain, avec son intelligence qui paraît assez remarquable. Je vais revenir dans la suite sur cette intelligence justement de l'homme. Voilà. Voilà donc pour l'histoire de la vie sur Terre. Alors, si on veut résumer un petit peu cette première partie, les conclusions, c'est quand même que l'évolution de la vie sur Terre, ça n'a pas du tout été quelque chose de laborieux, quelque chose de difficile. Il semble que en fait, l'évolution soit très rapide dès que l'environnement planétaire le permet. En fait, l'évolution de la vie n'est freinée que par la qualité de l'environnement qui l'englobe. Donc, il faut retenir 3 dates.
Première date, c'est l'apparition de la vie qui s'est faite dès que l'environnement terrestre est stabilisé. Deuxième date, la complexification des cellules qui s'est faite très rapidement dès que l'oxygène a commencé à s'accumuler. Et enfin, apparition de la faune et de la flore, c'est-à-dire des organismes à notre échelle, qui s'est faite dès que l'ozone s'est accumulé. On voit que dès que l'environnement planétaire est favorable, la vie semble se développer de façon rapide. Alors maintenant, deuxième partie, où trouver de la vie, c'est-à-dire déjà, est-ce qu'on doit s'attendre forcément à de la vie similaire à celle sur Terre, et puis où la chercher pour trouver une vie extraterrestre hypothétique. On a vu que la première des grandes conditions qui semble indispensable même ailleurs que sur Terre, c'est la présence d'eau liquide. Alors déjà, où est-ce qu'on peut trouver de l'eau liquide ailleurs que sur Terre? Alors le système solaire nous donne quelques informations intéressantes. On sait que dans le système solaire, les planètes se distinguent, se répartissent en deux catégories. Près du Soleil, les planètes telluriques qui sont petites et rocheuses, et loin du Soleil, des géantes gazeuses, donc qui sont principalement constituées de gaz légers, d'hydrogène et d'hélium. Alors cette distinction, elle est due au rayonnement solaire, justement, à l'impact des rayonnements solaires. À proximité du Soleil, les rayonnements, d'une part, ont expulsé les gaz légers, tels que l'hydrogène et l'hélium. Donc très peu de gaz sur ces planètes. Les seuls gaz qu'il y a, c'est les gaz de l'atmosphère, mais qui sont une fraction infime par rapport à la masse de la planète. Deuxième effet, les rayons ont cassé les molécules d'eau. Et ça, c'est important pour ce qui nous intéresse. Et ils les ont cassés et les ont ensuite expulsés dans l'espace. Ce qui fait qu'il y a très peu d'eau liquide, il y a très peu d'eau sur ces planètes telluriques. Même sur Terre. Sur Terre, il y a très peu d'eau. Les océans, c'est une infime pellicule à la surface du corps rocheux. A l'inverse, sur les géantes gazeuses, eh bien, les gaz légers ont pu rester, c'est pour ça que c'est des géantes gazeuses. Et deuxièmement, la glace d'eau, l'eau a pu rester, elle n'a pas été cassée. Et du coup, les satellites des géantes gazeuses sont des satellites principalement constitués de glace d'eau. Pourquoi sous forme de glace? Parce que, justement, grâce à l'éloignement du Soleil, l'eau est restée sous forme de glace. Donc ça veut dire que le deuxième environnement, l'environnement loin des étoiles, paraît plus propice à la présence d'eau. On va commencer par s'intéresser à ça avant de revenir sur les planètes telluriques. Rien qu'au sein du système solaire, il y a de l'eau liquide, effectivement, dans ses confins, dans cette région lointaine par rapport à l'étoile. J'ai pris l'exemple ici de deux satellites de Jupiter, le satellite Io et le satellite Europe. Alors, le problème loin de l'étoile, c'est que l'énergie de l'étoile est assez faible. Et du coup, c'est pour ça que l'eau reste sous forme de glace. C'est difficile de la faire passer sous forme d'eau liquide, il faut une énergie supplémentaire. Cette source d'énergie supplémentaire, elle est donnée par les forces de marée. Alors, de façon très simplifiée, la géante gazeuse crée un champ gravitationnel qui malaxe les satellites. Et en se malaxant, ça crée de la friction à l'intérieur des satellites qui crée de la chaleur, donc qui crée de l'énergie. C'est cette chaleur qui permet à l'eau éventuellement de passer sous forme liquide, même très loin de l'étoile. Alors sur Io, en fait, c'est le gros satellite le plus proche de Jupiter. Le phénomène était tellement intense qu'il y a un volcanisme extrême à sa surface et que toute l'eau initiale a été expulsée. Il n'y a plus d'eau sur Io parce que le phénomène a été trop violent. Par contre, sur le satellite suivant, le satellite Europe, le phénomène est parfait. C'est-à-dire qu'il y a eu suffisamment d'énergie pour faire passer l'eau sous forme liquide à l'intérieur, mais pas suffisamment pour expulser toute l'eau du satellite. Sous le satellite d'Europe, on sait aujourd'hui, on est quasiment à 100%, qu'il y a un océan global d'eau liquide sous la surface. Alors ça c'est intéressant parce que rien que sur Terre, on a détecté de la vie près de ce qu'on appelle les fumeurs noirs. Alors c'est des sources hydrothermales qui sont au niveau des dorsales médio-océaniques. Et dans ces environnements, il n'y a aucune lumière solaire, aucune énergie solaire qui peut arriver. Donc c'est un environnement complètement obscur, et malgré ça, il y a eu de l'énergie suffisante pour que la vie puisse s'adapter à ce milieu. Donc peut-être que dans l'océan d'Europe, sous la surface, là, eh bien, il y a de la vie qui a pu se créer de même au niveau de sources hydrothermales. On a vu qu'il y avait de l'énergie, donc il y a des volcans sous la surface. Peut-être que la vie existe, rien qu'au sein du système solaire, sous le satellite Europe, sous la surface du satellite Europe. Alors il y a quand même un petit bémol. Hein, là. Sur Terre, on sait que la vie a des capacités d'adaptation considérables. C'est le cas ici. C'est pas pour ça que la vie peut apparaître à partir de l'environnement inerte de façon facile dans tous les environnements. Donc voilà, on ne sait pas si sur Europe il y a de la vie ou pas. Il faudra des missions d'exploration pour répondre à cette question. Maintenant, près des étoiles, la deuxième grande catégorie de planètes, les planètes telluriques. Voilà quelques photos qui vous montrent les surfaces très sèches de Mars, de Vénus et puis de la Lune.
On sait aussi que sur Terre, il y a quand même un peu d'eau, même si je vous ai dit qu'il y en avait très peu, il y a quand même de l'eau liquide et ça a été fondamental pour la vie. Donc il s'agit de répondre à la question, pourquoi il y en a sur Terre et pourquoi il n'y en a pas sur Vénus ni sur Mars. Alors pour expliquer l'absence d'eau sur Vénus, c'est très simple. Vénus est plus proche du Soleil que la Terre, donc il y a eu plus d'énergie. Et l'eau, au lieu de passer sous forme liquide, elle est passée sous forme gazeuse. À partir de là, elle a pu être expulsée dans l'espace. C'est la raison pour laquelle il n'y a jamais eu d'océan d'eau liquide sur Vénus, alors qu'il y en a sur la Terre. Alors, le cas de Mars, c'est un peu plus complexe et plus intéressant. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'absence d'eau liquide sur Mars n'est pas du tout due à l'éloignement de Mars. N'est pas du tout due au fait que Mars est plus froide. La seule raison, c'est que Mars est plus petite que la Terre. Ça a eu quelques conséquences primordiales. Le fait qu'elle soit plus petite, ça veut dire qu'elle a pu retenir plus difficilement son atmosphère. L'atmosphère de Mars a été expulsée dans l'espace. Du coup, la pression atmosphérique a diminué. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'eau liquide ne peut exister qu'au-dessus d'une certaine pression. Donc à partir d'un certain point, l'atmosphère a été tellement peu dense que l'eau, qui était liquide au début, on sait qu'il y avait des eaux de phare, on sait qu'il y avait de l'eau liquide à la surface de Mars au début de son histoire, et bien l'eau liquide est passée sous forme gazeuse à cause de la pression qui a diminué. Et ensuite, elle a été expulsée dans l'espace. Donc, on voit que cette absence d'eau liquide à la surface de Mars aujourd'hui, c'est pas dû à son éloignement, c'est dû à sa petite taille. Si Mars avait été aussi grosse que la Terre, elle posséderait très probablement des océans d'eau liquide, et donc peut-être aussi de la vie. Voilà, donc la conclusion de tout ça, c'est que, en fait, le système solaire, il est peut-être relativement pauvre en eau liquide finalement, par rapport à ce qu'on peut trouver ailleurs dans la galaxie. Parce qu'il n'y a qu'une planète tellurique qui en possède à la surface, la Terre, alors qu'il aurait pu y avoir 3 planètes possédant de l'eau liquide, 3 planètes telluriques, s'il y avait eu des planètes aussi grosses que la Terre à ces endroits. Et puis d'autre part, eh bien, plus loin du Soleil, il n'y en a a priori que sous le satellite Europe, peut-être aussi le satellite Ganymède. Il aurait pu aussi y en avoir en surface, hein, le scénario est tout à fait envisageable. Donc on peut aussi trouver de l'eau liquide en surface sur certains satellites ailleurs que dans le système solaire. Voilà. Donc là encore, des arguments plutôt favorables à l'existence de vie ailleurs que sur Terre. La deuxième grande espèce nécessaire à la vie, on a vu, c'est la présence d'oxygène. En fait, ce n'est pas nécessaire pour la vie, mais c'est nécessaire pour la vie intelligente. Je vais y revenir. En tout cas, sur Terre, l'oxygène paraît d'une importance considérable. Alors pourquoi l'oxygène est-il si important? Il y a 2 raisons à ça. D'une part, c'est une source d'énergie contenue dans un volume. Ça paraît anodin, mais ça a des conséquences très importantes, c'est-à-dire qu'on peut, pour l'exploiter, utiliser des structures qui sont repliées sur elles-mêmes. C'est le cas du poumon, qui est une structure alvéolaire, et c'est le cas de la mitochondrie, qui est une structure feuilletée, donc de la surface qui est repliée sur elle-même. A l'inverse, pour capter l'énergie solaire, il faut des surfaces déployées au grand jour. Et cette surface déployée au grand jour, ça crée des structures beaucoup plus encombrantes. Ça a des conséquences importantes par rapport à l'intelligence. On va y revenir. Le deuxième grand intérêt de l'oxygène, c'est que c'est une source disponible 24 heures sur 24. L'énergie solaire, elle est disponible que pendant le jour. Et ça, c'est fondamental pour la vie, il suffit de regarder les plantes pour s'en convaincre. Le jour, elles utilisent l'énergie solaire par la photosynthèse, mais la nuit, elles respirent effectivement l'oxygène. En fait, toute vie a besoin d'une source permanente d'énergie, et sur Terre, il n'y a que l'oxygène qui est capable de fournir cette source d'énergie permanente. Donc voilà le deuxième grand atout de l'oxygène qui explique que sur Terre, il était si important pour le développement de la vie intelligente. L'intérêt quand même, c'est que l'oxygène, il n'est pas nécessaire qu'il existe au début de l'histoire de la planète. Sur Terre, il n'y avait pas d'oxygène au début. C'est la vie qui l'a créé. Donc en fait, c'est la vie qui a créé l'oxygène qui sera si indispensable ensuite pour le développement de l'intelligence. Donc on peut imaginer ce type de scénario similaire sur d'autres planètes. Il faut une seule condition quand même, il faut que l'oxygène puisse s'accumuler dans l'atmosphère. Et pour pouvoir s'accumuler dans l'atmosphère, si vous vous souvenez au début, j'ai dit que pour qu'il puisse s'accumuler, il fallait qu'il n'y ait pas trop de volcanisme, parce que c'est le volcanisme qui a détruit l'oxygène. Et donc il faut une planète qui soit quand même pas trop active, hein, avec pas trop de volcans, pour que l'oxygène puisse s'accumuler et que l'intelligence du coup puisse apparaître.